insupportable, c'est inadmissible. Pour obtenir gain de cause, les plaignants doivent prouver un préjudice important tel qu'une perte d'emploi qui mérite réparation. Le collectif d'usagers affirme avoir des centaines de témoignages. Nous avons aujourd'hui des témoignages des gens qui ont été licenciés parce que les transports étaient en retard. Nous avons des témoignages des gens qui ont pris par anticipation la retraite parce que ce n'est plus acceptable, parce que c'est trop fatigant d'aller dans les transports. En France, une action collective doit passer par l'une des 16 associations de consommateurs agréées. Les usagers du RER A se sont donc adressés à l'UFC Que Choisir avec ce courrier. Nous sommes des clients ayant payé le prix convenu pour une destination donnée, un jour donné, à une heure donnée. Le service des sociétés de transport public ne respecte pas le contrat. Nous avons contacté l'UFC Que Choisir. L'association estime n'avoir pas assez d'éléments pour déposer une action en justice. Elle va néanmoins rencontrer les usagers avant de se prononcer. J'ai quitté ma paroisse pour l'amour d'une femme. C'est le titre du livre d'un ancien prêtre de l'Ain qui sort demain. Pierre Blanc a quitté la prêtrise en 2010. 2 ans plus tard, il épousait une femme. Et dans son livre, il dénonce notamment les mots de son évêque de l'époque qui avait promis les flammes de l'enfer à son épouse, Elisabeth Philly. Christine et Pierre Blanc sous les flashs des photographes. Le livre « J'ai quitté ma paroisse pour l'amour d'une femme » sort mercredi et c'est déjà un événement. C'est une histoire pourtant banale. Un homme, une femme tombent amoureux. Seulement lui est prêtre, elle, divorcée avec 2 enfants. Après 10 ans de relations amicales, ils déclarent leur amour en 2010 et décident d'avertir le diocèse. L'évêque de l'époque leur promet les flammes de l'enfer. Clairement, c'est-à-dire que je serai jugé par Dieu, j'aurai à répondre de mes actes. Et puis Christine. Que j'irai directement en enfer parce que j'avais détourné un prêtre. Et c'est vrai que je crois que ça nous a profondément choqués, blessés. Parce que, bon, voilà, on est conscient de ce que nous avons fait. Même si pour moi, quand même, le plus grand bien dans le monde, c'est quand même d'aimer. L'article 1395 du droit canon met le mariage d'un prêtre au même niveau que le viol et la pédophilie. Alors dans son livre, le curé défroqué pose de nombreuses questions d'actualité à l'Église catholique. Pourquoi la justice sociale ne mobilise-t-elle pas le monde catholique au point de descendre dans la rue et de donner à entendre sa voix? Il faudrait pour cela que nos autorités ecclésiales mobilisent les fidèles avec autant de force et de conviction qu'elles l'ont fait avec les manifs pour tous. Ils se sont mariés en 2012 et proposent aujourd'hui de célébrer des mariages sans sacrement pour donner du sens et une certaine spiritualité à cet engagement. Ils se sont connus ici dans cette paroisse de Vona et ils prient désormais dans une autre église à Mâcon. Santé maintenant avec cette initiative étonnante du CHU de Clermont-Ferrand, ouvrir un bar à vin dans une unité de soins palliatifs. C'est une première en France. Il s'agit là d'offrir un petit plaisir à des patients en fin de vie. Marianne Buisson. Un verre de vin comme un pied de nez à la maladie. Plutôt inattendu dans un service de soins palliatifs. Un peu de Bordeaux, juste pour se faire plaisir. Voilà, monsieur Codez. Ah, ça agrémente fortement le repas, oui. C'est un plaisir supplémentaire. Cette cave à vin a trouvé sa place au sein du service où sont accueillis des patients en fin de vie. C'est une première en France. Pour l'équipe soignante, une façon de veiller au bien-être des patients. Ils sont touchés aussi de voir que même les médecins s'intéressent à ce qu'ils peuvent manger ou à ce qu'ils peuvent boire. Parce que c'est pas que la question du vin. C'est beaucoup plus large que ça. On s'intéresse à leur quotidien. Bonne bouteille et service soigné. Le verre de vin est proposé avec l'accord des médecins. Le mari de Nicole de Rochegonde fut l'un des tout premiers à en bénéficier pendant les 2 dernières semaines de sa vie. Ce qui a été extraordinaire, c'est que petit à petit, il a retrouvé le goût de vivre. Ça paraît étonnant quand on sait que la fin est proche. Il a retrouvé le goût de vivre parce que justement, il retrouvait le goût des choses, le goût de ce qui était beau. Il pouvait à nouveau communiquer avec les autres comme quelqu'un de normal et non plus comme un malade. Plusieurs producteurs ont offert des bouteilles à l'hôpital. On pourrait bientôt y trouver des grands crus. Et voilà. C'est un prix prestigieux, convoité par les constructeurs. Et hier, c'est la Volkswagen Passat
voiture de l'année par un jury européen. Elle devance une Française, la Citroën Cactus, et une autre allemande, la Mercedes classée, la Passat Grande Berline de Volkswagen, qui a été restylée, qui a été améliorée l'an dernier. La voiture de l'année, c'est un prix décerné depuis plus d'un demi-siècle maintenant et le jury s'est rarement trompé. Chaque lauréate a, à sa façon en tout cas, marqué son époque. Jean-Christophe Bateria. C'est la seule compétition où une petite citadine se retrouve sur la même ligne de départ qu'une luxueuse berline. La Volkswagen Passat a donc emporté les suffrages des 58 journalistes de 22 pays. Des incorruptibles. Ils ne se contentent pas de coller à l'air du temps, mais tentent de l'anticiper. Francis Monsnerg est le doyen du jury. C'est quand même l'innovation technologique, donc ça peut concerner la mécanique comme dans le cas d'une voiture hybride ou une voiture électrique. Ça peut concerner aussi l'architecture avec des portes qui s'ouvrent différemment. On laisse aussi la porte ouverte au coup de cœur, à savoir le design, une voiture qui puisse aussi être accessible à beaucoup de monde. L'histoire retiendra que la première lauréate en 63 était une Rover très chic, mais les tarifs étaient élitistes. 32 journalistes automobiles. En revanche, en 66, le jury voit juste, avec une mutante mi-break, mi-berline, beaucoup de voitures d'aujourd'hui descendent encore de la R16. C'est la Renault 16. Même si le palmarès semble hétéroclite, Louis-Thomas Federspiel, d'Auto Rétro, voit de la cohérence dans le palmarès. Les avancées technologiques apportées par un modèle comptent aussi beaucoup. Et c'est pour ça que, par exemple, on a pu voir des voitures de sport relativement coûteuses primées, alors que la tradition est plutôt de récompenser des voitures populaires. Ce fut le cas notamment à la fin des années 70 avec la Porsche 928, qui est une voiture de sport assez chère, mais qui pourtant a été récompensée. Les constructeurs français et allemands ont souvent gagné. Mais c'est Fiat, le plus titré, avec 9 victoires et une polémique. En 84, les juges italiens auraient favorisé la Uno. Le public, lui, a tranché. La voiture fut un succès commercial. Si la voiture de l'année est un argument fort à l'heure du lancement d'un modèle, l'histoire montre qu'avoir le titre ou pas n'a pas d'incidence sur la carrière d'une voiture. La Renault 5 a marqué son époque alors qu'elle avait manqué le titre en 73. En revanche, la Volt a gagné en 2012 avant d'être oubliée. Certains en parlent déjà comme les grands favoris du prochain concours de l'Eurovision. C'est un groupe étonnant que la Finlande vient de choisir pour la représenter. Un groupe dont les membres sont atteints de trisomie 21 ou d'autisme. Une manière de mettre en avant le droit à la différence. Aurélia Chopin. Voilà le groupe qui a tout raflé en Finlande, où le punk hardcore fait des ravages. Ce sont eux qui vont concourir pour l'Eurovision. 4 stars déjà là-bas qui jouent ensemble depuis 6 ans. 4 musiciens un peu différents et très émus lors de la sélection samedi soir. C'est complètement surréaliste. Je n'imaginais pas que ce soit possible. Mais maintenant on y est. On va vraiment à Vienne, les gars. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va fêter ça. Décidément, l'Eurovision ne cesse de surprendre. Après la participation et la victoire de Conchita Wurst pour l'Autriche l'an dernier, c'est un groupe composé d'autistes et de trisomiques qui pourrait devenir l'un des favoris. Les Pertti Kurikan Nimievat chantent en finnois. Ils représenteront la Finlande en mai prochain et ils espèrent que les gens ne voteront pas pour eux par pitié, mais pour l'amour de leur musique. Skier, dévaler les pentes, sauter les bosses, comment faire quand on vieillit ou quand on souffre des genoux? Eh bien voilà un appareil révolutionnaire, le Ski Mojo, un exosquelette qui soulage les muscles, les articulations également. Reportage dans la jolie station de la Clusaz en Savoie de Florine Ebba et Dominique Semet. Tout le secret du Ski Mojo tient dans cette petite sacoche. Ce système articulé très ingénieux se fixe sur les jambes et le bassin. Objectif, faciliter la pratique du ski en réduisant la fatigue.
Jérôme, pharmacien à Nantes, fait partie des testeurs du jour. Il a entendu parler de ce produit par un ami et souhaite découvrir pour quelques heures son nouvel assistant musculaire et articulaire. Il y a effectivement une utilité évidente de ce produit pour toute une série de personnes qui aujourd'hui bien souvent doivent renoncer au ski, soit du fait de leur âge, soit du fait d'accidents simplement, de genoux qui sont usés à cause de l'arthrose, à cause de cartilage usés, etc. Il est temps de passer au test grandeur nature. Direction le haut des pistes pour une première descente après avoir enclenché le mécanisme d'assistance par une simple tension de la jambe. L'idée, c'est de skier vraiment normalement. On ne change absolument rien à son style de ski. C'est encore une production artisanale. On est à 3500 utilisateurs qui se passent un petit peu le mot. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est du bouche à oreille, essentiellement la promotion de ce produit. Alors le ski mojo est au ski ce que le vélo à assistance électrique est à la bicyclette. Plus besoin d'être hyper affûté pour enchaîner de longues journées de ski. Cet assistant agit comme des suspensions hydrauliques qui absorbent le relief de la piste. Récompensé par le prix de l'innovation à Munich en 2008, il permet d'alléger le poids du corps d'environ 30%. Vous l'avez essayé et adopté? Essayé hier, acheté hier soir. Déjà? Ouais. Oui. Pourquoi? Parce qu'une journée avec beaucoup de pistes rouges, toute la journée, et aucune douleur musculaire, et moi j'ai un problème de genou, et aucune douleur dans le genou le soir. J'ai beaucoup d'amis qui ont skié autant que moi, si c'était plus, et qui maintenant ne sont plus que des candidats pour les concours de belote. Donc c'est une joie extraordinaire que d'imaginer que ce n'est pas fini. Et si ça n'est pas fini, c'est grâce à Owen Eastwood. Cet ingénieur anglais aujourd'hui disparu s'était mis au ski à la cinquantaine. Il avait inventé un prototype pour son confort personnel. Désormais amélioré et commercialisé, l'acquisition d'un ski mojo demande tout de même un petit effort financier de 480 €. Un véritable investissement sur le capital forme et santé qui fait de plus en plus d'adeptes. Vos prévisions météo dans un instant dans Météo à la carte. L'info revient dans le 19-20 bien sûr et dans le Grand Soir 3. Passez un bel après-midi, on se retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Avec Marine Vigne et Laurent Romeshko, découvrez tout ce qui fait la pluie et le beau temps, tout de suite sur France 3. Ciao. La seule émission où les invités s'allongent. Le divan. Ce soir sur France 3, entrez dans la confidence. Sur ce divan, les plus grands noms passeront aux aveux. Je ne suis pas avocat par hasard, vous n'êtes pas journaliste par hasard. Ce métier, il vous dévore, il vous ronge. Il me hante, il me dévore, mais il me soigne aussi. Il vous soigne aussi. Prendre la parole en public, c'est une forme de psychothérapie. Bon, il n'y a pas cet affreux canapé rouge, évidemment. Il est magnifique. Hein. Non. La face cachée des vies célèbres sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, ce soir à 23h15 sur France 3.